Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez pour prendre la parole sur cette question. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été abordées, sur lesquelles je ne vais pas revenir. Je pense j'avais abordé un peu le kangourou, le clampage retardé. Donc ça me permet d'avoir des raccourcis. Donc là, je vous propose ce plan de présentation. Donc je remercie la société marocaine d'un contexte de santé périnatale, parce qu'il faut un rationnel pour expliquer tout ce qui est pratique et évidence. Et je parlerai avant de la qualité des soins, puisqu'il y a un document de l'OMS qui définit un peu la qualité des soins avec les standards, les 8 standards, mais également la définition de ces 8 standards. Mais vous verrez qu'on parlera que du premier standard qui concerne les évidences scientifiques pour les pratiques en santé périnatale, sur lesquelles je vais insister beaucoup plus sur la période néonatale, puisque période périnatale, ça concerne la grossesse, mais il y a certains aspects qui vont concerner la grossesse sur lesquels on va revenir et qui sont des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Je vais aborder très rapidement la question des réseaux qui sont connus en Europe. Je pense que vous le savez, pour dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va copier et coller, mais il faut une adaptation parce que la problématique des réseaux est extrêmement importante pour optimiser les soins et mutualiser les ressources humaines et les ressources matérielles. C'est extrêmement important dans nos pays. Bon, je parlerai rapidement des activités communautaires. Le contexte de la santé périnatale, on le sait, c'est une priorité de santé publique. Et elle reflète la qualité des soins obstétricaux, pédiatriques offerts à nos populations. Parce qu'il y a un lien étroit entre la santé de la mère et du nouveau-né, et même de l'enfant. Parce que la qualité de la vie, de la survie de la mère, la qualité du suivi de la grossesse, la qualité des soins qui sont donnés au cours de la grossesse et de l'accouchement conditionne un peu le pronostic périnatal et néonatal. Et ça dépend de nombreux facteurs que vous connaissez qui sont d'ordre médical, culturel et socio-économique dans nos pays. Puisque la famille, elle est importante, la société est importante, les croyances culturelles, elles sont importantes dans la prise des décisions de soins. Et vous savez que l'amélioration de cette santé périnatale est un levier important pour l'atteinte des objectifs de développement durable parce que nos pays sont engagés à atteindre certains indicateurs que nous allons rappeler, c'est d'atteindre ces 17 objectifs que vous connaissez parce qu'avant 2015, c'était les 8 objectifs du millénaire pour le développement, mais là, on est dans les objectifs de développement durable en 2030, dont l'objectif 3 concerne la santé. Mais on sait que tous les objectifs sont liés. Quand vous prenez le cas de la pauvreté, avec la pauvreté, il n'y a pas de santé. Donc c'est important, la santé n'est pas isolée. Donc il faudrait concevoir la santé au sein des impératifs économiques pour avoir une santé durable. Donc ça implique le social, le développement social durable, le développement économique durable, le développement environnemental durable. Parce qu'on sait que les questions environnementales ont un impact certain sur la santé des populations et la santé périnatale. Donc, c'est extrêmement important. Et là, il faudrait dire qu'il y a ces objectifs qui sont vraiment de réduire la mortalité néonatale, mais la mortinatalité, on n'en parle pas assez souvent, parce qu'un mort-né, c'est un échec de l'obstétrique. On ne les compte pas, mais il faut les compter pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour les éviter. C'est extrêmement important pour nos pays. Donc, on sait qu'il y a 2,6 millions de morts-nés, mais aussi 2,6 millions de nouveau-nés qui sont décédés. Et je pense qu'en 2030, il faudrait qu'il n'y ait pas de décès qui soient liés aux nouveau-nés, mais aussi de mortinatalité. Et les objectifs pour lesquels on s'est engagé sont là. Pour la santé maternelle, il faudrait qu'on soit en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes en 2030. Et pour la mortalité néonatale, il faudrait qu'on soit en dessous de 12 pour 1000 naissances vivantes en 2030. Pour la mortinatalité, en dessous de 12 pour 1000, mais aussi pour la mortalité infantile, en dessous de 25 pour 1000. Donc ce sont des engagements que nos pays ont pris. Et il faudrait qu'on développe des stratégies pour être au rendez-vous du développement durable. Je pense que l'objectif, c'est 0 décès. Là, c'est seulement des... Mais 0 décès, c'est difficile. Mais nous avons des chiffres presque 20 fois plus élevés que les pays en développement et qui étaient partis sur des chiffres aussi élevés il y a pratiquement plus d'une cinquantaine d'années. Mais je pense que si nous faisons des efforts d'organisation, des efforts de renforcement de capacités, de ressources matérielles et humaines, on peut y arriver.
Voilà, donc ça je l'avais dit, mais il faudrait dire que 75% des décès sont évitables. Ce n'est pas une question parfois d'argent, c'est une question d'organisation, mais aussi d'optimisation des ressources. Parfois, on se rend compte qu'on a beaucoup de ressources, mais il y a beaucoup de gaspillage de ressources. Et c'est important dans nos pays qu'on passe à optimiser les ressources qui sont les nôtres pour arriver à éviter ces décès, mais aussi il faudrait de l'investissement de la part de nos gouvernants. Là, c'était pour montrer un peu ce qui s'est passé en 2015. Vous voyez que le rythme de baisse de la mortinatalité n'était pas aussi important que ça. Il était 1,9% entre 2000 et 2015. Et pour arriver en 2030 à atteindre les objectifs qui ont été définis, il faudrait que ce rythme passe à 4,2%, donc annuellement. Donc je pense qu'il y a des efforts à faire et ça nous permettra de réduire cette mortalité. Et vous voyez la mortinatalité ici, qui est extrêmement important dans nos pays. En Afrique subsaharienne, elle est de 28,7 pour 1000, alors que les taux mondiaux sont aux environs de 18,5 pour 1000. Donc nous payons un lourd tribut de cette mortalité, de cette mortinatalité. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. Donc là, je passe sur les chiffres. Et vous voyez ici que cette mortalité, elle est soit intrapartum ou bien antepartum. Et en Afrique subsaharienne, vous voyez que les décès intrapartum comme antepartum sont les plus importants par rapport aux autres régions du monde. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire pour éviter ces décès qui ont un impact extrêmement important, non seulement pour nos systèmes de santé, mais pour la famille aussi. On va y revenir un peu. Et ici, il y a quelques pays où les taux de mortalité sont les plus importants. Je ne vais pas y insister. Et ici, ce sont les causes de mortalité que vous avez ici. Vous avez le post-terme, vous avez aussi ici le paludisme, l'obésité, voilà, l'hypertension préexistante. Vous voyez qu'il y a des facteurs qui peuvent être modifiables, comme il y a des facteurs non modifiables. Par exemple, si vous prenez nos pays, le paludisme, il y a des stratégies qui peuvent être faites. Donc, dormir sous moustiquaire, prendre la SP au cours de la grossesse. Donc, vous voyez, ce sont des causes de mortinatalité sur lesquelles on peut agir. On le sait, mais la mise en œuvre n'est pas suffisante. Toutes les stratégies ont été écrites, mises dans nos normes et protocoles en santé de la reproduction, mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. C'est un problème d'homme, c'est un problème d'organisation. Voilà, et vous voyez qu'il y a toujours un impact, hein, que ce soit familial, que ce soit socio-économique, etc. Et ça, le problème de la mortinatalité. On sait que souvent, les femmes, comme l'a dit Myriam tout à l'heure, quand ils perdent une grossesse, ils se disent, bon, le bon Dieu va m'en donner un autre. Mais ça peut être une cicatrice qui peut durer chez quelqu'un qui vient d'avoir une première grossesse ou bien même quelqu'un qui n'a pas une première grossesse. Donc cet impact est extrêmement lourd. Et quand vous perdez une grossesse, après 9 mois d'investissement, c'est une perte d'investissement. Et ça aussi, c'est un impact économique qui est extrêmement important. Donc le retour sur investissement est certain quand vous investissez dans le suivi de la grossesse. Ça, il faut le dire, c'est pourquoi dans nos pays, il faut qu'on fasse un effort. Parce que dans les familles, plus souvent, les hommes ont du mal à investir dans le suivi de la grossesse, dans le financement de la grossesse, et ils ne savent pas que c'est une économie qu'ils se font. Parce que quand vous n'investissez pas dans le suivi de la grossesse, dans un accouchement, quand il y a une complication, vous êtes obligé de dépenser beaucoup plus que si vous aviez dépensé dans le suivi de la grossesse. Et donc, vous avez un retour d'investissement qui est certain. Ici, c'était pour vous montrer un peu, là, je suis dans la mortalité néonatale, pour montrer que la mortalité néonatale est extrêmement élevée dans nos pays et qu'elle constitue pratiquement plus de 37% de la mortalité infantile. Donc, actuellement, tous les efforts qui ont été faits pour réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans, ces efforts sont plombés par la mortalité néonatale. C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur les stratégies qui nous permettront de réduire la mortalité néonatale. On parle de mortalité, mais je dis toujours qu'il faudrait aller au-delà de la mortalité et penser à la morbidité. C'est vrai qu'avec les progrès que nous avons faits dans notre pays, nous améliorons la survie de nos nouveau-nés, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans plusieurs années. Est-ce qu'ils auront des séquelles, une paralysie cérébrale, etc. Ce que je disais avec la méthode kangourou. Nous avons des enfants qui ont 800 grammes qui survivent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que sur le plan cognitif, il n'y a pas de souci, etc. Je pense qu'il est important qu'on améliore tout ça. Les causes de mortalité néonatale, on les connaît. Vous voyez, c'est 40% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Mais c'est la prématurité,
c'est l'infection et c'est l'asphyxie. Donc ça veut dire que les stratégies qui vont être dégagées vont se concentrer sur la prise en charge ou la prévention de ces causes de mortalité natale. Donc je pense que ça, on est d'accord dessus. Et c'est important d'investir dans la qualité des soins qui est un des piliers pour sauver les nouveau-nés. La qualité des soins, elle est importante. Donc, c'est là où je vais aborder cette question pour dire que la qualité des soins, ça fait l'objet d'un document de l'OMS que nous étions en train de réadapter. Et il y a quelques jours, j'étais avec le professeur Faye, avec le ministère de la Santé, pour adapter le contenu à ce que nous avons défini au niveau national. Donc, la qualité des soins, c'est défini comme la capacité des services de santé fournis aux individus et aux populations d'améliorer les résultats de santé souhaités pour atteindre cet objectif. Les soins doivent être sûrs, efficaces, rapides, efficients, équitables et centrés sur la personne. Vous voyez, c'est des notions qui sont extrêmement importantes et qu'il faudrait prendre en compte dans le traitement. Donc ça, c'est la définition de ces termes de sécurité, d'efficacité, de rapidité, d'efficience, d'équité et centré sur la personne. L'équité, elle est extrêmement importante parce qu'il faudrait qu'à n'importe quel endroit de notre pays, de nos pays en Afrique, que les gens aient accès à des soins de qualité. Et c'est extrêmement important. Ça doit être notre préoccupation. Et la personne doit être prise en compte. Récemment, on a eu beaucoup de problèmes au niveau de la presse. Vous voyez, un décès, voilà, il n'y a pas d'empathie, on vous dit, bon, votre enfant est décédé, bon, il est à la morgue, etc. Vous voyez que l'utilisateur du service de santé est extrêmement important. On l'appelle client. Et ce client, il faut l'accompagner, il faut avoir de l'empathie, il faut lui montrer que tu es plus important que tout le monde. Même si vous avez un échec dans votre pratique, quand vous montrez votre empathie, vous montrez votre engagement à l'aider, ils seront beaucoup plus tolérants. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça en Afrique. On a eu des sages-femmes qui ont été mises en prison récemment. On a mis sous contrôle judiciaire une infirmière pour un décès d'enfant. Il n'était même pas décédé, c'était un ictère nucléaire qui avait fait un apnée prolongée. Il l'a envoyé à la morgue. Il a commencé à respirer là-bas. Il y a eu une plainte qui a été faite. Je pense que c'était dans la presse. Donc, il faut faire attention à ça et penser à la personne. Et dans la qualité des soins, il y a le cadre de référence de sa mise en œuvre. Donc, repose sur les prestations de soins et l'expérience des patients. Donc, les prestations de soins, ça me ramènera au premier standard qui est important, qui sont des soins qui sont basés sur une évidence scientifique. Avant, on faisait beaucoup de soins qui étaient basés sur notre expérience personnelle, mais aujourd'hui, on est sur la médecine basée sur les preuves, les evidence-based medicine. C'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'on prend tout et qu'on le mange. Il faudrait qu'on ait du discernement, mais qu'on soit le plus scientifique possible dans les pratiques de soins pour ne pas être délétère. Donc, dans ces standards de soins, on a 8 standards, 2-3 chartes. Je ne vais pas entrer dans les détails. Les 8 standards sont formulés pour définir les priorités pour l'amélioration de la qualité des soins et correspondent aux 8 domaines du cadre de référence de l'OMS pour la qualité des soins. Et dans ces standards, la définition des standards, c'est une description de ce qu'on attend en termes de fourniture de soins pour parvenir à des soins de grande qualité dans la période qui entoure l'accouchement. Donc, c'est la période pratiquement périnatale. Donc, je n'insiste pas sur la charte ni les mesures, donc qui sont des composantes des standards de soins. Et dans ces standards de soins, vous en avez 8. La première, c'est les pratiques fondées sur les données factuelles pour les soins courants et la prise en charge des complications. Donc, ce sont les évidences. Et vous avez d'autres éléments de ces standards qui sont là, les systèmes d'information, le système de référence opérationnelle, la communication efficace, le respect et le maintien de la dignité, le soutien psychologique, le personnel compétent et motivé, la disponibilité des ressources matérielles et essentielles. Donc, c'est important. Vous voyez que tous ces éléments, ces 8 standards, sont extrêmement importants. Mais aujourd'hui, on me demande de me concentrer sur le premier standard qui concerne les pratiques basées sur les évidences. Donc, dans ce standard, le standard numéro 1 dit que chaque femme et chaque nouveau-né bénéficient sur la base de données factuelles de soins courants et d'une prise en charge des complications au cours du travail, de l'accouchement et de la période postnatale immédiate, conformément aux lignes directrices de l'OMS. L'OMS, c'est nous, ce sont des experts africains qui se sont réunis pour dégager à partir de données factuelles quelles sont les orientations en termes de soins dans la période périnatale. Donc, je vais passer en revue très rapidement quelques bonnes pratiques qui sont basées sur les évidences
en sachant qu'il y a beaucoup d'aspects qui ont été abordés. Donc, que ce soit le clampage retardé du cordon, que ce soit la méthode kangourou. Donc, ça me permettra d'aller très, très vite sur ces questions. Donc, je commencerai par la prématurité parce que nous avions dit tout à l'heure que la première cause de mortalité chez les nouveau-nés, c'est la prématurité. Donc, c'est normal, c'est 37% des causes de mortalité. Donc, il faudrait tout faire, non seulement pour la prévenir, je ne vais pas insister sur la prévention, mais insister beaucoup plus sur la prévention de la morbidité liée à la prématurité, mais aussi la prise en charge de la prématurité par certaines techniques qui nous permettent, en Afrique, dans un contexte donc, bien donné, de répondre aux besoins de soins de ces prématurés. Je pense que Myriam l'a dit, les prématurés, c'est 15 millions de prématurés par an, c'est 1 million de décès, on dit même 1 million de séquelles. Donc la morbidité reste extrêmement importante. Donc il est important de prévenir non seulement la mortalité, mais de prévenir également la morbidité. On va y revenir. Parce que la morbidité non seulement fait la mortalité, mais cette morbidité, elle est responsable des séquelles à long terme. Et ça, c'est un poids social. Donc, dans les objectifs pour réduire les décès par prématurité, il y a la prévention primaire qui concerne la lutte contre les facteurs de risque associés à la naissance prématurée. Donc, je ne vais pas aborder cette question, vous la connaissez. Le paludisme, les maladies hypertensives, etc. La prévention secondaire, de réduire la prévalence des complications liées à la prématurité, c'est importante. Donc, on va y revenir rapidement avec le sulfate de magnésium, la corticothérapie anténatale. La prévention tertiaire, qui est la prise en charge correcte des complications liées à la prématurité. Donc, ici, la première question que j'aborde ici, c'est la corticothérapie anténatale. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'études contradictoires, mais chez nous, apparemment, ça marche. Et il y a des recommandations de l'OMS ici. Et vous voyez ici, ce sont des études qui ont été faites, qui ont montré l'intérêt de la prématurité, de la corticothérapie anténatale en ce qui concerne la réduction du risque de détresse respiratoire. Vous avez ici une réduction pratiquement de 67%, quand vous voyez pour le syndrome de détresse respiratoire. Ici, ça revient aussi, c'est 46% en fonction des études, et c'est significatif parce que l'autre ratio, voilà, l'intervalle de confiance ne contient pas la valeur 1. Donc, il y a une réduction significative du risque. Par contre, pour les besoins de ventilation, ici, sur cette première étude, il n'y a pas d'effet. Sur les besoins de surfactants, il y a un effet certain. Nous n'avons pas de surfactants, donc nous avons intérêt à tout faire pour ne pas utiliser non seulement le surfactant, mais aussi de l'oxygène, parce que ça réduit le risque de détresse respiratoire. Et ici, sur les hémorragies de grade 3 et 4, il y a un impact certain, ainsi que les décès intra-hospitaliers. Et vous voyez ici, on vous dit qu'il y a moins d'admissions en réanimation, efficacité, quelle que soit la cause de la prématurité. Donc c'était pour donner quelques données justifiant l'utilisation de la corticothérapie anténatale, bien qu'il y ait eu des études quand même qui ont été un peu contradictoires. Donc je ne vais pas entrer dans les détails de toutes ces études qui ont été faites. La protection, la neuroprotection, elle est importante également actuelle, surtout avec le sulfate de magnésium. Ici, je rapporte c'est une étude relativement ancienne. Hein. Il y a de nouvelles études qui ont montré aussi l'effet du sulfate de magnésium dans la neuroprotection. Ça, c'est une méta-analyse qui concerne 4 essais de neuroprotection, donc qui est de 2011, et qui montre réellement l'intérêt du sulfate de magnésium en ce qui concerne la prévention de la paralysie cérébrale. Hein. Donc, vous avez un risque relatif de 0,68, donc il y a une réduction pratiquement de 32% du risque de paralysie cérébrale. Donc, vous voyez que son effet donc, sur le risque de séquelles neurologiques. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et c'est réalisable dans nos pays, parce que nous avons du sulfate de magnésium dans toutes les maternités, parce que c'est utilisé dans la prise en charge de la prééclampsie sévère. Donc, voilà. Là, c'était la méthode kangourou. Je vais passer très rapidement. On en a parlé sur le risque de décès, donc lié à la prématurité. Vous voyez, ça, c'est l'une des premières études qui a été faite par Nathalie Sharpa, qui a comparé la méthode traditionnelle à la méthode kangourou. Et vous voyez que ça montre une diminution du risque de décès à 12 mois. À terme d'abord, parce qu'on part de l'âge gestationnel, de l'âge à la naissance. À terme, à 40 semaines, vous avez un risque de réduction de cette mortalité comparé aux soins en incubateur. Bon, ça dépend aussi de là où les études ont été faites. Et à 12 mois, on a encore cet effet qui est significatif sur le risque de décès. Et sur la thermorégulation, vous voyez ici, quand on compare des patients, des prématurés qui sont élevés dans un incubateur versus
donc la méthode Kangourou, vous voyez que nous avons quand même une bonne prise en charge de l'hypothermie. Habituellement, même dans les critères d'inclusion, on dit que c'est un enfant stable qui a besoin que de la chaleur pour maintenir une température normale. Donc là, ça montre réellement l'effet de la méthode Kangourou. Ici, c'était pour montrer donc la prise en charge de la détresse respiratoire par la pression expiratoire positive. C'est vrai que dans nos pays, dans les services de référence, on utilise beaucoup plus la CPAP ou bien l'Optiflow. Nous, dans notre service, dans le service de professeur Faye, il y a des CPAP, donc l'Infant Flow, et il a aussi des Optiflow pour la prise en charge de la détresse respiratoire. Mais on peut utiliser des méthodes un peu plus plus facile à réaliser. Hein. Il y a une étude qui a été faite en Tanzanie qui a pu réaliser un bubble CPAP qui est utilisé et qui permet d'améliorer la prise en charge de ces patients qui souffrent de détresse respiratoire. Et c'est cette étude-là qui a donné ces résultats. Sur la mortalité, sur la survie, vous voyez, quand on compare ceux qui ont été oxygénés avec des lunettes nasales donc versus CPAP, le Pulmonary CPAP qui a été réalisé en Tanzanie, vous voyez que le risque de mortalité est beaucoup plus élevé chez les patients qui ont reçu de l'oxygénation par voie nasale avec une lunette nasale. Donc le taux de survie est beaucoup plus important chez ces patients-là. Donc c'est valable également chez les patients qui ont une détresse respiratoire. Vous voyez que l'amélioration de l'état respiratoire est meilleure chez les patients qui ont été donc oxygénés par CPAP versus ceux qui ont reçu des lunettes nasales. Donc vous voyez que l'intérêt de l'utilisation de bubble CPAP, je pense que je me suis trompé un peu de présentation parce que j'avais montré le type de bubble CPAP qui a été utilisé en Tanzanie, donc, et les autres études qui ont été faites sur la bubble CPAP. Mais ici, quand même, c'est une étude qui est une étude pilote qui a démontré l'utilisation d'une CPAP qui a été faite en Afrique, son intérêt dans la prise en charge de la détresse respiratoire du nouveau-né. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit généraliser dans nos équipes, puisque faire de la ventilation assistée comme on veut le faire pose beaucoup de problèmes. Je pense que j'en discutais avec Sarah tout à l'heure, et professeur Faye sait ce qui se passe, parce que quand vous ventilez, vous n'avez pas le personnel qu'il faut, vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour réaliser les examens complémentaires, pour ajuster les machines, etc. Ça pose problème. Alors que si vous utilisez des moyens un peu plus simples, ça peut être un Optiflow. Quand vous en avez les moyens, ça peut être un bubble CPAP. Je pense que ça peut régler des problèmes sans vraiment trop de dommages. Alors, en plus, quand vous faites de la ventilation assistée chez les grands prématurés, vous risquez une oxygénodépendance et nous n'avons pas les moyens voilà, d'assurer cette oxygénation continue dans nos services. Je pense qu'il faut être réaliste par rapport à cela. Donc, ok, voilà. Là, c'était la même étude. En fait, c'est une étude qui a, de façon désagrégée, hein, je pense que c'était pour toujours l'utilisation de la CPAP en fonction du poids de naissance de ces bébés. Et vous voyez que l'effet est toujours aussi important, quel que soit le poids, mais surtout chez les moins de 1500 grammes. Et c'est les moins de 1500 grammes, habituellement, c'est les prématurés qui sont beaucoup plus grands. C'est vrai que les moins de 1500 grammes peuvent être des retards de croissance intra-utérine, mais là, vous vous rendez compte, quand on compare CPAP versus oxygénation par voie nasale, nous avons un effet certain sur la survie en ce qui concerne les patients de moins de 1500 grammes. Et ce sont des recommandations qui ont été faites par l'OMS, hein, en partant de tout ce que je viens de montrer. La corticothérapie anténatale entre 24 et 34 semaines est une des recommandations de l'OMS, surtout dans nos pays où nous n'avons pas d'oxygène, où nous avons besoin aussi de limiter le risque de complications telles que les hémorragies, l'entérocolite, etc. L'antibiothérapie en cas de rupture prématurée des membranes également chez les obstétriciens. Les sulfates de magnésium chez les prématurés qui naissent avant 32 semaines. Je pense que c'est important, mais c'est surtout à la mère qu'on injecte, hein, ce n'est pas aux prématurés. Hein, donc, il faut que ce soit clair. La méthode Kangourou, donc tout ça, ce sont des recommandations qui sont contenues dans les documents de l'OMS et que nous appliquons et sur lesquels on a adhéré. Le délai de clampage, je vais passer très rapidement. Je pense que Olivier a fait une présentation exceptionnelle. Il y a eu beaucoup d'études randomisées qui ont démontré l'efficacité du clampage retardé du cordon. Donc, sur l'amélioration de certains paramètres, l'hématocrite, la baisse des besoins de transfusion, l'amélioration du stock de fer, etc., etc. Et voilà, il a montré un peu quand est-ce qu'il faut clamper,
à 60 secondes, c'est une minute, on dit wait a minute, pas plus tard que 3 minutes, ça veut dire 180 secondes. Donc je pense que c'est assez clair et on demande pourquoi il faut clamper entre 1 minute et 3 minutes. Donc ça permet un peu d'améliorer les stocks en fer et il y a eu des recommandations dessus et d'autres sociétés savantes. Et vous voyez ici, ça améliore les stocks en fer. Donc voilà, 61%. Diminue le taux d'hémorragie intraventriculaire, l'entérocolite nécrosante, l'infection néonatale et les besoins de transfusion. C'est important parce que nous n'avons pas souvent du sang disponible et c'est important quand même qu'on tienne compte de ça. Voilà. Les soins du cordon, parce que nous avons parlé d'infection néonatale, je pense que c'est une question essentielle. Donc c'est une des causes de mortalité. Mais ici, je rapporte des choses qui se font au niveau communautaire, mais qu'on a adoptées dans nos normes et protocoles. C'est l'application de chlorhexidine au niveau du cordon, du moyen du cordon pour limiter le risque d'infection néonatale. Et vous voyez qu'il y a eu des études qui ont été faites, surtout dans des pays comme le Népal, le Pakistan, que vous citez, où il y a beaucoup de difficultés, surtout d'accès aux soins. Par exemple, les grandes études qui ont été faites à Gadchiroli pour tout ce qui est santé communautaire du nouveau-né, je pense que le rationnel est basé sur le fait qu'il y a des zones inaccessibles, sans ressources humaines, sans ressources matérielles, où on peut former des personnes tels que des agents de santé communautaire pour faire les choses. Et dans ces zones-là, on a pu démontrer qu'en appliquant de la chlorhexidine sur le moyen du cordon, on limite le risque d'infection néonatale. Et nous l'avons adopté dans nos pays et c'est dans nos documents, normes et protocoles en santé de la reproduction. Je pense que c'est valable pour le Mali aussi. Donc la chlorhexidine est utilisée. Avant, les premières recommandations disaient de laisser le cordon propre et sec jusqu'à la cicatrisation. Ce qui sous-tend cette philosophie, c'est de dire que quand on met le doigt, on infecte. Mieux vaut ne pas toucher et laisser jusqu'à cicatrisation. Mais on s'est rendu compte que c'est le problème demeurait toujours, qu'en utilisant la chlorhexidine, on se rend compte qu'on réduit pratiquement en moins de 23% le risque d'infection. Et voilà. Et ici, vous voyez cette étude qui a été faite, une revue systématique de 6 études qui montre que ça réduit le risque de mortalité. Ça réduit le risque de mortalité en application multiple et ça réduit le risque de mortalité au niveau communautaire. Donc c'est vrai que l'effet est moins probant en ce qui concerne la mortalité en application unique ou bien la mortalité hospitalière où on retrouve avec des problèmes beaucoup plus importants. Voilà, ça ce sont des recommandations de l'OMS sur cette question, mais surtout que c'est nuancé. On vous dit que l'application journalière de chlorhexidine sur la région, sur le moyen du cordon, pendant la première semaine, est recommandée pour les nourrissons nés à domicile dans les régions à taux élevé de mortalité néonatale, plus de 30 décès pour 1000 naissances. Mais nous savons que chez nous, nous avons des taux de mortalité néonatale qui sont extrêmement élevés. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Par exemple, chez nous, on est presque à 18 pour 1000 au niveau national. D'autres pays sont pratiquement entre 30. La moyenne africaine, elle est de 30 pour 1000. Donc, ça veut dire qu'on peut adopter ces attitudes de façon réelle. En ce qui concerne l'asphyxie, je vais aller très vite par rapport à cela. C'est vrai que nous avons l'habitude d'utiliser les recommandations de l'ILCOR pour la réanimation du nouveau-né. Donc, il y a des recommandations de 2020 qui sont un peu plus compliquées, mais on se rend compte que quand on utilise des méthodes très simples actuellement qui sont généralisées, la méthode HBB, aider le nouveau-né à respirer, qui sont assez simples, même que ce soit au niveau de référence comme au niveau des structures opérationnelles, on peut réanimer très rapidement ces nouveau-nés et avoir des résultats. Donc je pense que ça, on le connaît et puis c'est mis dans nos pratiques maintenant. Donc, l'utilisation de HBB a eu un impact certain sur la réduction de la mortalité néonatale. Vous voyez ici, c'est une étude qui a été faite au Congo qui montrait un peu ce qui se passe quand on compare deux populations de prestataires, ceux qui ont été formés au HBB ou bien ceux qui n'ont pas été formés. Et ceux qui avaient bénéficié, avant l'utilisation de HBB et après l'utilisation de HBB. Et vous voyez ici qu'avant qu'on ait fait la formation des agents de santé par HBB, la mortalité était très élevée. Mais quand on les a formés sur ce type de réanimation très simple, cette mortalité a chuté très rapidement. Donc vous voyez que c'est extrêmement important. Le deuxième graphique montre un peu le taux d'utilisation de la ventilation parce que c'est une compétence clé dans la prise en charge des nouveau-nés. Beaucoup de praticiens de santé ne savent pas ventiler. C'est une des compétences qu'on leur apprend. Et quand on leur apprend ces compétences,
ça augmente la pratique de la ventilation. Parce que normalement, dans le HBB, à 1 minute, quand on n'a pas de résultats pour la stimulation, l'aspiration, on doit passer à la ventilation. Et c'était critique de faire une formation sur cette technique qui n'est pas aussi simple. Hein. On croit qu'on ventile, mais il y a des techniques de ventilation. Et vous voyez que maintenant, après les formations, il y a une utilisation beaucoup plus large de la ventilation qui est extrêmement importante pour le HBB. Voilà. Enfin, l'organisation des soins, je ne parlerai pas des pratiques communautaires, hein, je pense que ça, je peux les sauter. Et pour nous, c'est important d'être dans un réseau. C'est une conférence que j'avais faite récemment à Abidjan, à Yamoussoukro, dans le cadre du congrès de l'UNAPSA. Parce que pour moi, c'était important, je le fais depuis 10 ans. Et c'est important qu'on ait une organisation qui nous permette d'optimiser nos moyens. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et l'organisation en réseau est quand même une pratique importante. Elle est connue dans les pays d'Amérique du Nord comme en France depuis très longtemps. Mais quand vous voyez la définition, c'est un ensemble organisé de plusieurs personnes physiques ou morales dispersées dans une zone territoriale donnée, de compétences différentes et complémentaires, agissant pour un objectif commun selon les normes et des valeurs partagées sur la base d'une coopération volontaire pour améliorer la prise en charge d'une communauté de malades. La philosophie qui sous-tend cela, pour moi, c'est de se dire, le réseau, c'est plusieurs personnes qui ont des compétences complémentaires. Le réseau, c'est une aire géographique. Quand vous êtes dans une aire géographique où vous avez des moyens limités, par exemple, on avait fait le tour à Yeumbeul en banlieue, on s'est rendu compte que dans un centre de santé, il y a un anesthésiste qui peut pour la césarienne. Dans un autre, il n'y avait pas un anesthésiste. Quand vous êtes dans une aire comme ça, je pense que l'autre centre de santé peut utiliser l'anesthésiste de l'autre centre de santé. Vous voyez, donc c'est un des esprits des réseaux de périnatalité qu'on a adopté au niveau du Sénégal, donc en phase pilote. Donc cette notion, elle est connue depuis dans les pays développés, mais je pense que nous devons avoir une approche beaucoup plus adaptée qui nous permettra de parvenir à le réaliser, donc avec moins de contraintes. Donc il faut qu'on mette en place une organisation interprofessionnelle, de mutualiser les ressources en vue d'amélioration et optimisation de la prise en charge du couple enfant et assurer une continuité des soins. Ici, j'avais montré cela, mais en réalité, je disais que je me suis trompé de présentation, mais c'est qu'on est dans des réseaux de départements. Parce qu'au niveau de Dakar, on a 4 départements. Moi, j'avais proposé qu'on ait un réseau de districts, c'est districts sanitaires, mais on s'est rendu compte que ce découpage ne nous permet pas de réaliser la pyramide sanitaire qui est extrêmement importante dans le réseau. Parce que pour le réseau, il faudrait une participation des structures de référence jusqu'aux structures communautaires. Il faut une participation de plusieurs professionnels, que ce soit les assistants sociaux, que ce soit les obstétriciens, les ambulanciers, etc. Et je pense que ça permet aux populations de prendre en charge leur propre santé. Parce que dans ce réseau, il faut non seulement l'organisme, mais il faut une structure de coordination qui vous permet de discuter un peu des orientations pour améliorer les choses au sein du réseau. Et pour moi, c'est extrêmement critique parce que nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de ressources humaines, nous n'avons pas beaucoup par exemple, de matériel roulant. Vous voyez, vous avez une structure hospitalière qui peut avoir une ambulance alors que l'autre n'en a pas. Et quand vous êtes dans ce réseau, le transfert peut être réalisé dans ce cadre-là. Donc là, je vais sauter ces éléments parce que ce sont des propositions qu'on avait faites, les missions attendues, donc qui nous permettaient un peu de comprendre qu'est-ce qu'on attend dans des réseaux. Et j'ai mis en rouge les audits parce que l'évaluation elle est importante dans le cadre du réseau. Quand vous avez un décès dans un réseau, vous faites une évaluation à travers un audit. L'audit peut être fait au niveau communautaire à travers ce qu'on appelle les autopsies verbales, mais comme on peut faire des audits dans les structures cliniques pour voir est-ce qu'il y a des retards dans la prise en charge, est-ce qu'il y a des dysfonctionnements dans la disponibilité de matériel, de ressources humaines, etc. Et ça permet de corriger les choses. Vous voyez que c'est extrêmement important qu'on ait une approche qui nous permette de mieux nous organiser. Et l'audit, je pense, qu'a été assez bien défini. Hein. C'est le cycle de l'audit partout. Et on peut en tirer beaucoup de résultats. Aujourd'hui, au Sénégal, l'audit a été institutionnalisé au niveau du système de santé. Donc, toutes les structures de santé réalisent les audits des décès pour voir quels sont les dysfonctionnements. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que c'est le médecin. L'administration a son rôle, les communautés ont leur rôle. Parce que les décès, parfois, c'est des retards, ce qu'on appelle les retards, les 3 retards. Le retard à la prise de décision, le retard à l'acheminement à la structure hospitalière et le retard à la prise en charge dans la structure hospitalière. Donc, c'est important de discuter de ces problèmes. Les activités communautaires, je vais aller passer rapidement. Tout juste pour dire ça. C'est-à-dire, ça, c'est une expérience qui s'est passée en Inde, à Gadchiroli, où vous avez beaucoup de problèmes en termes d'accès de soins pour les soins de la mère et du nouveau-né.
Donc il y a eu un transfert de compétences à des agents de santé communautaire qui sont des mères, des jeunes filles qui sont là-bas. On leur a appris à faire de la petite réanimation, on leur a appris à gérer l'hypothermie, on leur a appris à traiter l'infection avec l'administration orale d'antibiotiques. Et vous voyez le résultat, il y a une réduction extrêmement importante des décès qui sont liés au faible poids de naissance, à la prématurité, au sepsis et à l'asphyxie. Donc dans les zones vraiment où il y a des problèmes, ça peut être une alternative. Je le dis par connaissance de cause parce que j'ai fait une supervision dans une zone très très reculée, à Matam dans le nord. Je suis dans une zone où il n'y avait rien du tout, aucun matériel, aucun moyen d'évacuation. C'était au milieu de nulle part. Vous voyez quelqu'un qui naît là-bas, vous ne pouvez pas l'évacuer. Je pense que même si vous avez un résultat sur 10 que vous allez prendre en charge, c'est déjà quelque chose. Donc moi j'ai changé ma philosophie en fonction de cela parce que l'OMS disait que pour avoir une bonne survie, il faut une assistance qualifiée à l'accouchement. Ça veut dire que l'accouchement et la prise en charge du nouveau-né ne peuvent être pris en charge par quelqu'un qui a été formé. Un médecin, une infirmière, une sage-femme. Mais si vous êtes dans le terrain, que je fais régulièrement au Sénégal, vous vous rendrez compte, il y a des choses à nuancer. Donc je pense qu'il faut qu'on adapte notre philosophie en fonction de cela. Voilà, je vous remercie de votre attention.